Bonjour Seamus, merci beaucoup de m'avoir accepté cette petite interview. Bonjour Alain, merci de t'être déplacé. Quand tu as commencé la poésie? Comme tout le monde, j'ai dû écrire mon premier texte à l'âge de 14-15 ans. Donc voilà. Premier poème, premier recueil publié? Alors premier recueil publié, j'ai fait un recueil en 92 en turc et j'ai fait mon premier recueil en français en 97. Donc 10 ans après mon arrivée en France, j'ai publié mon recueil qui s'appelle Artère solaire. Comment tu es arrivé en France? Pourquoi tu es venu en France ou non? En Turquie, j'ai fait une école de journalisme. À l'époque, ça dépendait de Mülkiye, on appelle ça, Siyasal Bilgiler, en turc. Et après, donc 4 années d'études, j'ai voulu faire un troisième cycle, donc prolonger mes études avec un troisième cycle. Et je suis venu faire des études de cinéma. Pour faire des études de cinéma, je suis venu en France. Mais puisque je ne parlais pas le français, j'ai dû d'abord apprendre le français. Mais ensuite, chemin faisant, j'ai vu que je m'installais à la fois dans la langue d'abord et après dans le pays. Donc, et quand on est kurde, de toute façon, on a toujours des problèmes avec la Turquie. Moi, le problème, c'était surtout le service militaire, qui fait que pendant 18 ans, je ne pouvais pas rentrer en Turquie. Voilà, c'était de fil en aiguille comme ça. C'est quand on s'installe dans un pays, quand on s'installe dans une culture, quand on se sent bien. Pour moi, le français, c'est devenu une langue de choix. Le kurde, c'était pas une langue que je maîtrisais parce que c'est une langue interdite. Le turc, c'était une langue imposée, on va dire, la langue du pouvoir. Et le français, c'est devenu une langue de choix. Je me suis installé comme ça dans le français. Est-ce qu'on peut pas définir, mais peut-être décrire, comme une poète turcophone et francophone d'origine kurde? Alors, c'est vrai que c'est une poésie d'expression française maintenant. En France, on a mis du temps à accepter que peu importe où la poésie a été écrite peu importe les géographies où on écrivait. Donc quand on utilisait la langue, ça devenait de la poésie en langue française, ou de la poésie en langue anglaise, ou de la poésie en langue arabe. Et donc, plutôt que de les cantonner dans leur géographie d'origine, donc comme ça les appeler francophonie, et il y avait une francophonie et une littérature française, maintenant ces derniers temps, on a commencé à étendre et voir la production qui est faite dans les autres géographies et par des gens qui ont d'autres origines, les voir aussi comme la production en langue française. Donc moi, je suis un peu, j'ai un lien particulier au français parce que j'ai pas ce rapport colonial, ce rapport historique un peu compliqué avec le français que les autres géographies, que les gens qui viennent d'autres géographies peuvent avoir. Tout mon français, je l'ai appris ici. Hein, c'est un français métropolitain. Et donc ce lien est différent en ce qui me concerne. C'est une langue que j'ai choisie pour m'exprimer. Et quand j'essaye d'exprimer, de dire quelque chose, j'essaye de parler à mon semblable, mon frère. Donc je ne parle pas aux Kurdes, je ne parle pas aux Turcs, je ne parle pas aux Français, mais à l'être humain qui est en face de nous, au lecteur potentiel. Je me disais toujours, comme dit, les langues qu'on maîtrise plus ou moins, ce sont un petit peu nos pays. Ça veut dire parce que dans lesquels qu'on s'exprime, ouais. Même s'ils sont assimilés, non, même s'ils sont imposés ou non. Donc, je regarde comme ça en fait, sans les adjectifs déjà.
pour ça que je me suis permis de dire. Oui, mais ça tu as raison. C'est-à-dire que, parce que je continue d'écrire aussi, pas autant qu'en français, mais un peu en kurde et aussi un peu en turc. Donc j'ai des textes qui s'accumulent, qui se sont accumulés depuis des années. C'est quand on passe d'une langue à l'autre ou d'une géographie à l'autre, on n'oublie pas nos provenances. Je disais, peut-être que je suis un arbre venu d'ailleurs et qui me suis replanté dans la langue ou dans la culture française, mais j'ai gardé quelques couleurs d'origine, j'ai gardé mes goûts d'origine, l'origine est là. C'est-à-dire quand ce que j'écris, un français de souche, ce qu'on appelle entre guillemets, n'écrirait pas de la même manière. Donc j'écris avec mon passé, avec tout ce que j'ai pu traverser. Donc c'est le turc, le kurde, cette géographie comme ça que j'ai amenée avec moi, s'exprime bien sûr, retrouve sa place dans ce que j'écris en français. Comment tu écris, construis tes poèmes? Moi j'écris beaucoup en mouvement. Fut un temps, c'était beaucoup dans les transports en commun, même maintenant quand je prends les transports en commun, j'écris pas mal. Donc c'était un peu comme toi avec ton appareil, parce que j'imagine quand tu écris toi aussi tu te sers de plusieurs outils. Moi c'était un peu comme mon stylo était une sorte de caméra et que j'étais toujours en train de tourner. Donc et que pour composer un recueil, je me retire du coup, je me retirais et encore maintenant, donc je me retire dans ma chambre de montage, dans mon bureau, et je retravaille cette matière brute et je compose à partir de ces notes-là que j'ai pu accumuler pendant les temps qui précèdent. Donc c'est pas des textes qui sont écrits d'une traite, c'est plutôt il y a un travail un gros travail, un travail de montage que je mets en place et que j'essaie de composer c'est des tableaux, c'est des mouvements, c'est pas des textes courts sur une page, c'est plutôt des mouvements. Et pour ce mouvement-là, je me mets dans la durée et j'essaie aussi d'inviter le lecteur de se mettre dans cette durée-là. Et donc c'est des compositions. Tu n'écris pas seulement des poèmes, mais des romans aussi. N'est-ce pas, tu es un romancier aussi? J'ai écrit un roman qui a été publié en 2004. Voilà, donc c'est comme des relations de la poésie et prose, c'est pas toujours évident. Les relations, peut-être si tu peux parler un petit peu. C'est pour moi, quand on me pose la question, je dis, quand on a envie de raconter quelque chose, ça passe par le roman. Quand on a envie de faire sentir quelque chose, ça passe par le poème. Quand on a envie d'expliquer quelque chose, ça passe par des textes qui peuvent avoir des allures d'essai. Donc, et même quand j'écris dans le poème, j'essaye d'utiliser toutes les potentialités du mot. Donc dans mes recueils, dans mes poèmes, il peut y avoir des parties qui sont en prose, des parties qui sont en vers, des parties qui sont bien rythmées, d'autres qui sont... Voilà, je disais quand j'écris, j'ai un rythme dans la tête, et ce rythme-là, à la fois, ça peut être la descente de l'eau, comme ça, vers quelque part, ou bien un cheval lancé dans une forêt, un peu cette chevauchée comme ça, et il y a un rythme qui m'habite. Ce sont des rythmes que j'essaye qui habitent et donc qui impriment un peu leur mouvement dans mes textes. Donc
s'est retrouvé dans ces rythmes et dans ces mouvements-là. Du coup, ça, pour inviter le lecteur à partager ces mouvements, ces rythmes, et qu'à travers ça, quelque chose puisse passer de celui qui dit à celui qui écrit, à celui qui lit. Mais c'est que dans le poème, il peut y avoir parfois des passages où il y a le raconté prend place. Ou parfois, moi je dis que le poème, c'est une manière, c'est une activité, c'est un travail qu'on met en place pour essayer de se comprendre, de comprendre l'être dans le monde. Et poésie, c'est un peu dans le sens grec, c'est recréer le monde. On essaye de recréer, de refaire du sens, de redonner un sens à ce qui nous entoure et redonner un sens à l'être. Du coup, le poème, il peut aussi parfois avoir des choses, des parties qui sont... il y a une pensée du poème, il y a un raconter du poème, il y a un faire sentir du poème. Donc tout ça, moi je suis pas... cette histoire, ce que je disais, c'est toutes les potentialités du mot. L'essentiel, c'est ce qu'on a à dire, essayer de se faire comprendre. Nous ne sommes pas là pour faire semblant ou de reproduire des formes qui nous ont précédés. Même ceux qui ont mis en place des formes, ils avaient sûrement besoin de ces formes-là pour dire ce qu'ils avaient à dire. Si on se trouve à l'étroit dans ces formes-là, il n'y a pas besoin de se limiter. L'essentiel, c'est de dire ce qu'on a à dire. Du coup, je ne m'impose aucune limite dans ce que j'écris, que ce soit en poésie ou dans d'autres formes. L'essentiel, c'est ce qu'on a à dire, essayer de faire quelque chose, essayer de dire quelque chose qui a du sens, et essayer de partager ce sens avec l'autre, n'est-ce pas, le lecteur potentiel. Donc, le trésor introuvable. Donc, les auteurs, les artistes qui t'ont marqué? Alors, les auteurs, les premiers, moi donc par rapport aux provenances, nous restons un peu, il y a le premier pays, les premiers âges, le premier pays, les premiers amours, tout ce qui est premier. Nous ne sommes pas limités à ces premiers, mais ces premiers nous marquent beaucoup. Et quand j'ai les 10 premières années de ma vie, j'ai passé dans un village où il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de livres, il n'y avait pas d'écrits. Donc on était vraiment dans, je disais, quand j'ai lu l'Odyssée, surtout l'Iliade, j'ai fait une sorte de liste comme ça, des choses qui se passaient de la même manière au village. Et j'ai rempli par 2-3 pages comme ça pour... oui, c'était un peu comme quand Ulysse vient et qu'il tombe sur des filles qui sont en train de... les femmes du village qui sont en train de laver leur gros linge comme ça dans les rivières. Oui, c'est des choses aussi qu'on faisait comment ils partagent la bête qui est sacrifiée, il y avait comment ils se disent au revoir quand ils partent pour un voyage. Hein. Plein de choses comme ça qu'on faisait de la même manière. C'est-à-dire c'était un peu un village hors du temps. Après, dès les années 80-90, quand l'électricité, quand la télévision est entrée, il y avait un film de André Vajda qui disait le pays de mon enfance n'existe plus, il y a quelque chose un titre comme ça. Donc le village de l'enfance avait disparu. Mais quand j'ai vécu, donc toute cette première vie m'habite beaucoup. C'est-à-dire, et je me dis même maintenant, il suffit que je m'adosse à un arbre pour retrouver ce lien que j'avais avec l'être, avec la terre. Peu importe où je sois. Ici aussi à Paris, je peux trouver ce lien-là. C'est pas un lien qui est limité à une géographie,
c'est une manière d'être. Et cette manière d'être-là, ça fait partie de comment j'écris, comment je regarde, comment je dis écrire, ou la poésie, c'est faire exister l'autre dans son regard. Voilà, cet autre, ça peut être un brin d'herbe, ça peut être une fourmi, ça peut être, peu importe, ça peut être l'aimer, ça peut être voilà, tout ce qui nous entoure. Donc ce regard qu'on pose sur l'autre. Et je disais, dans ces premières années, j'ai vécu dans une sorte de porosité avec ce qui m'entourait, cette ouverture à l'autre, cette ouverture à l'être. Donc ce sont mes premières influences. Après, il y avait une manière de dire, il y avait une manière de raconter, des veillées autour du feu, dans un village où il y avait 3-4 mois de neige, donc on avait des soirées assez longues, il fallait les remplir. Donc il y avait une manière de dire, de raconter. Tout ça, c'est des choses qui m'habitent, qui m'ont nourri et qui continuent. Après, au lycée, il n'y avait pas grand-chose, j'ai pas lu grand-chose, mais dès que je suis arrivé à Ankara, je suis très vite tombé sur c'était le Crime et Châtiment, très vite sur le procès de Kafka, très vite sur la poésie traduite. La poésie traduite, Westland par exemple, T.S. Eliot, Ezra Pound, il y avait des auteurs, des poètes grecs, il y avait le ikinci eni, ce qu'on appelle dans la poésie turque. Donc très vite avec Ecevit, avec Attila Ilhan, avec İlhan Berk, avec même İsmet Özel, avec toute cette poésie, oui, je l'ai avec Nazım Hikmet, je l'ai lu ici. Dans les années 80, Nazım Hikmet n'était pas disponible, il y avait des petites choses comme ça. Mais j'ai pu lire Nazım Hikmet, surtout paysage anatolien, même les Ketimden İnsan Manzaraları. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris le malheur de la poésie turque des années 70. Parce que quand il y a un chef-d'œuvre comme ça, c'est très difficile de sortir de l'ombre de ces chefs-d'œuvre. Donc voilà, c'était. Après, donc la poésie, surtout la poésie traduite et la nouvelle vague, un peu ce qu'on peut appeler comme ikinci eni, la nouvelle vague de la poésie turque. Les romans, Kafka, Dostoïevski, quand je suis arrivé ici, très vite, donc il y a eu Lautréamont, il y a eu Artaud, il y a eu Rimbaud, il y a eu Céline, après il y a eu Rilke très vite aussi. Voilà, il y a eu Borges que j'avais déjà commencé à lire en Turquie et que j'ai pu lire plus amplement ici. Ça va jusqu'à Joyce, ça va jusqu'à L'homme sans qualité, ça va jusqu'à là on a parlé de l'Odyssée et de l'Iliade. Là je viens de sortir de la lecture de Mahabharata, qui est donc une des plus longues lectures, on va dire, de ma petite vie. Mais voilà, donc j'essaye vraiment il y avait une image pour la danse des derviches tourneurs. Quant à Rumi, on lui a demandé le sens de sa danse. Il a dit: avec mon pied gauche, je me fixe, avec mon pied droit, j'essaye de faire le tour des univers. Et donc moi aussi, avec
sur ma petite vie, sur ma petite parcelle comme ça d'être, j'essaye de me fixer, mais en essayant de faire le tour avec l'autre, le pied libre, faire le tour des univers. Parce que quand on a les deux pieds sur une même géographie ou sur une même chose, on reste englué sur place. Donc j'essaie vraiment de donner, à la fois quand j'écris, j'essaie de nourrir la poésie par autre chose, surtout par autre chose, par le cinéma. J'ai fait des études de cinéma. Donc par exemple le cinéma muet, c'est une de mes sources, une de mes nourritures de prédilection. Après je suis passé dans la peinture surtout 15e, 16e siècle, c'est la peinture hollandaise, c'est une des sources de mes nourritures. J'essaie vraiment un peu comme on dit à la nouvelle génération qu'il faut se nourrir, qu'il faut manger équilibré. J'essaie de diversifier mes nourritures pour essayer d'émettre une parole qui puisse avoir un sens et pour moi et pour l'autre. Donc se mettre à la hauteur du lecteur qui aura peut-être envie de jeter un coup d'œil à ce qu'on dit. Donc les nourritures sont variées. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone et ou turcophone? Alors, la poésie turque, donc depuis, tu as compris que j'ai pas beaucoup de liens avec la Turquie, parce que quand je suis arrivé en 86, j'ai dû couper pendant une dizaine d'années. Après, ne serait-ce que, quand il y avait une prof dans nos premiers cours qui nous avait dit « Vous êtes dans un bain linguistique ». Donc, je l'ai pris au mot et j'ai plongé dans ce bain linguistique et j'ai presque passé les 10 premières années en apnée dans ce bain, dans le français. Avoir le moins d'échanges avec le turc, avec les autres langues, pour pouvoir me replanter dans cette langue-là. Donc, qui fait que j'ai eu cette coupure-là. Et après, ce que je te disais, pendant de longues années, j'ai pas pu retourner en Turquie. Et quand on s'installe dans une langue, il y a beaucoup de choses à lire, on a du mal à suivre ce qu'on a laissé derrière. Donc là, il y a eu une coupure comme ça aussi. Que ce soit la poésie turque, que ce soit la poésie kurde, je n'arrive pas à les suivre de près. Donc je ne peux pas dire ce qu'il y a. Je suis resté un peu dans la poésie des années 60-70, à la rigueur un peu les années 80, mais pas plus. Pour la poésie en langue française, du coup, depuis, j'ai fait mon premier recueil donc en 97. Avant, j'étais arrivé jusqu'à Char. Et après, quand j'ai publié mon recueil et que j'ai commencé à fréquenter le monde de la poésie, du coup, j'ai commencé aussi à lire les contemporains. Il y a une poésie assez riche, assez diverse. Il y a une nouvelle génération aussi qui commence à arriver. C'est vrai que dans les années, surtout dans les années 50, 60, 70, 70 ça a commencé à changer déjà, mais le poème, la poésie s'était coupé un peu du lecteur, c'était devenu une sorte de la poésie pour le poète, quoi, pour les poètes, l'entre-soi de la poésie. Avec les années 70, 80, 90 et même maintenant. Donc là, cet entre-soi n'est plus d'actualité. Il y a un poème qui va vers l'autre, qui va vers le lecteur, qui se donne tous les moyens. Après, il y a toujours à boire et à manger. C'est pas parce qu'on va vers l'autre qu'on fait de la bonne poésie.
c'est cette exigence-là, c'est-à-dire à la fois, quelque part je disais, mettre ma langue à la hauteur de ta chair. Quand on organise ou quand des soirées parfois de poésie ou quand on donne à lire, je dis ce que l'être humain a de plus précieux, c'est son temps. Et quand on écrit ou quand on organise quelque chose, quand on essaie de créer quelque chose et le présenter à l'attention de l'autre, on lui demande de nous consacrer, de nous donner de ce qu'il possède, de son temps, de cette chose précieuse, de nous donner. Donc du coup, il faut que ça vaille le coup, il faut que ça soit à la hauteur de ce temps-là qu'il nous donne, qu'il nous accorde. C'est pour ça que cette exigence de celui qui écrit doit être sans faille. La traduction. Alors, la traduction, je vois même pas pourquoi on se pose la question de la traduction. De toute façon, la traduction, elle est essentielle. Imagine qu'il n'y avait pas de traduction. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est là tous ces textes-là dont on parle. Comment on les a relus? Que ce soit la Bible, que ce soit les textes sacrés, que ce l'Iliade, l'Homère, ainsi de suite. Tous les latins, les langues mortes que personne ne parle, comment on les aurait? Donc il y a parfois des discussions stériles. Les gens ils aiment passer du temps comme ça autour des voilà. C'est l'inévitable. C'est heureusement qu'il y a la traduction. Après, comment la traduction est faite? C'est-à-dire c'est la même chose, cette exigence dont je parlais. Quand on écrit, il faut se mettre à la hauteur de l'autre. Quand on traduit, il faut se mettre à la hauteur du texte qu'on va traduire. Et il faut aussi, de toute façon, donc c'est la même chose aussi, il faut se mettre à la hauteur de celui qui va lire. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des gens un peu qui font ça à la légère, malheureusement. Et donc, du coup, qui massacrent les textes. On parlait avec Ilham Berk de ces problèmes de traduction. Et il disait... quand la première fois quand j'ai lu, il y a eu apparemment une première traduction de Goethe en turc. Et il dit quand j'ai lu ça, mais j'ai cru que Goethe il était un poète de quatrième catégorie, quoi. C'était tellement mauvais la traduction. Et heureusement qu'après j'ai eu accès à l'œuvre de Goethe à travers le français. Et c'est là que j'ai vu l'ampleur de son œuvre. Donc une traduction, ça peut tuer une œuvre, mais quand elle est bien faite, elle peut révéler. Elle peut révéler l'œuvre et l'être de son auteur dans une autre langue, pour d'autres cerveau et géographie. Et heureusement qu'il y a ces passerelles comme ça entre les langues. Heureusement que la traduction met des passerelles entre les œuvres, les êtres, les lecteurs. Donc, mais l'essentiel, c'est, je disais, quand on lit un texte dans sa langue d'origine, ça provoque quelque chose. Ça nous met dans un état, ça provoque des goûts, ça provoque des sentiments, ça nous met dans un état second, un bon texte. Quand on fait la traduction, il faut que cet état dans lequel on s'était retrouvé en lisant le texte dans son origine, il faut qu'on puisse le plus possible trouver dans la langue d'arrivée. Pour moi, c'est le critère d'une traduction réussie. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les jeunes, pour les autres? Alors la poésie, moi je prends ça, je parle de la création en général. La poésie ou la création. Moi j'avais écrit un petit manifeste, pourquoi, on l'a titré « Sortir de l'abîme ». Pourquoi écrire, pourquoi lire de la poésie, pourquoi perdre son temps avec des choses comme ça. À mon avis, quand on ne fréquente pas
ces choses comme ça de la création de la poésie, on reste dans une sorte d'incomplétude. On peut vivre avec cette incomplétude, c'est pas prohibitif, hein, ça ne tue pas, mais c'est pour l'intérêt de l'individu et pour l'intérêt des sociétés, de l'être humain en particulier, que d'avoir accès à cet état que permet la création. Ce que je disais, que la poésie était faire exister l'autre, la création de la poésie, faire exister l'autre dans mon regard. Quand je fais exister l'autre dans mon regard, je ne peux plus lui marcher dessus, je ne peux plus l'écraser. Donc ça transforme celui la poésie et la création doit normalement avoir ce pouvoir transformateur. Il doit nous faire autres, il doit nous faire meilleurs. Et ça, tout le monde a besoin de devenir meilleur, mais tout le monde n'en est pas conscient. Il faudrait qu'on puisse le mettre à la portée de chacun. Quand les gens ne consomment pas des choses de l'esprit, c'est pas parce qu'ils les refusent, c'est parce que peut-être qu'on ne leur donne pas les moyens d'avoir accès à ces choses de l'esprit. Et donc, la démocratisation des choses de l'esprit pour tout le monde, ça serait un peu un des états utopiques de notre monde même. Nous avons plusieurs batailles à mener. Que les uns et les autres puissent avoir accès aux choses de l'esprit, ça fait partie de ces batailles-là. Tu participes depuis des années au marché de la poésie. Est-ce que tu peux nous dire tes impressions? Tu peux parler un petit peu? On aurait dû faire ce petit entretien hier au marché de la poésie, mais on n'a pas pu. Donc là, on est à Montmartre. Mais oui, depuis 1997, avec mon premier recueil, donc j'étais allé au marché de la poésie et depuis, peut-être tous les ans à peu près, je ne sais pas si j'en ai raté quelques-uns, mais j'y retourne et c'est un très grand rendez-vous, c'est le plus grand rendez-vous de la poésie en langue française justement. Il y a des éditeurs de tous les pays francophones ou autour, que ce soit suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit les éditeurs québécois, il y a des éditeurs africains aussi qui parfois arrivent à venir. Donc ça nous permet vraiment de retrouver un peu, ça nous donne à chaque fois un état des lieux de la poésie dans les géographies qui utilisent le français comme langue d'expression. Et par ce côté-là, c'est un rendez-vous très précieux, c'est un rendez-vous très important. Et ça nous permet à la fois c'est vrai qu'il y a plus de poètes que de public de temps à autre, mais ça nous permet du coup de retrouver régulièrement les amis qu'on apprécie, de découvrir, je vais vous parler de la nouvelle génération qui arrive sur la place du marché. C'est aussi le marché de la poésie qui nous permet de voir ces émergences comme ça régulières. Et de ce côté-là aussi, c'est précieux. Tu peux nous parler aussi de tes activités poétiques et résonance? C'est ce que tu organises depuis 15 ans, si je ne me trompe pas, non? Oui, voilà. Tout à l'heure, j'y faisais référence. Donc ça fait depuis 15 ans qu'on organise une fois par mois, le dernier vendredi de chaque mois, une soirée donc poésie et musique, pas très loin d'ici, à Porte-Clignancourt, à la Compagnie Résonance, dans les locaux de la Compagnie Résonance. Et donc ça, le cycle s'appelle Poète en Résonance. Et nous avons eu maintenant 15 ans, peut-être reçu 250, 300 poètes, tout ce qu'un peu la francophonie, tu disais, la poésie en langue française, des auteurs qui produisent de la poésie en français. On a eu
la chance de les recevoir. Et ce que je disais, c'est cette histoire de l'exigence de qualité. On ne peut pas présenter n'importe quoi à l'autre et dire que voilà, tu vas l'apprécier, tu vas me faire un bon retour. Non, on essaie vraiment de donner ce qu'il y a de mieux pour qu'il ait envie de revenir vers nous, vers la poésie et de créer. C'est un quartier très particulier aussi. Donc notre présence là-bas aussi, c'est à notre humble niveau, c'est un acte politique. On essaie de créer ce lien, ces passerelles comme ça entre les populations qui ont des origines diverses avec un public qui fréquente, qui pourrait fréquenter, donc créer ce mélange entre la population d'un quartier, ce qu'on appelle populaire, et avec le public qui est habitué à la poésie, donc créer ce mélange-là à travers cette exigence de qualité avec la poésie des grands auteurs qu'on essaie d'inviter. Là, on a reçu, c'était en mois de mai, Abdellatif Lahabi et Rim Battal. Sur le mois de mars, c'était Eugène Savitskaya et Florentine Ray. Sur février, c'était Nimrod et Mintranoui. Et là, le prochain, le 24 juin, nous aurons Denis Hirson et Florence Joux. Donc on essaie vraiment à la fois dans la diversité, parce qu'en France, il y a aussi beaucoup de... Chacun se crée sa petite chapelle, son petit coin de paradis et dit voilà, ici c'est chez moi, le reste c'est pas... C'est l'ailleurs, c'est la barbarie, c'est pas la poésie, il y a que moi qui détiens la chose, les autres ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Donc nous on essaye vraiment dans le choix des poètes d'inviter, d'accueillir la poésie dans toute sa diversité et dans toute son ouverture. Je dis, le poème, c'est le lieu d'ouverture par excellence. Si on est là en train de dire ce que tu fais, c'est pas de la poésie, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas ci, c'est pas ça, et que à la fois les uns et les autres, on essaie de s'exclure, et en même temps, on exclut aussi le lecteur de la poésie. C'est pas une manière de défendre, c'est pas pour le bien ni du poète ni de la poésie. Je dis, il y a une manière il y a une science du voyage et il y a une science de l'accueil. Quand on voyage, donc il faut voyager avec cette science-là, et quand on accueille, il faut aussi avoir cette science, ces manières, cette bonne manière d'accueil. Donc dans le poème, on essaie, dans ces soirées-là, on essaie à la fois de mettre d'accueillir le public dans les meilleures conditions possibles et de leur donner de la meilleure poésie possible. Bien sûr, là aussi, c'est par rapport à nos humbles limites. Tu parles et les fourmis descendent vers l'eau et le feu. Les nuages deviennent oiseaux qui chutent, paroles décimées. Les corps plient sous leur poids. L'eau persiste pour trouver la faille des corps et s'y infiltre comme l'unique vérité qui ne repoussera pas. Je suis tache sur cet arbre, chassé de la terre, rejeté des airs. Les oiseaux me chassent de leur nid. Les vers me confondent avec la terre. Les arbres ne m'acceptent comme branche ni comme fruit. Les murs se ferment, les maisons se recroquevillent à mon passage. Mais je m'agrippe à mes lettres jusqu'à ce que tu me chasses de tes sons. Oiseau, que portes-tu dans ton bec? Où te poseras-tu avec ta charge? Trouveras-tu un nid ou nicheras-tu au-dessus de ma tête? Te sers-tu aussi de ton bec comme louche, comme fourche, comme lame? Sais-tu gober ce qui tombe de ma bouche, boire ce qui coule de mes veines? À ce moment précis de l'histoire, tu tombes de ta branche, moi de ma chaise. Nous dégringolons dans le vide. Qui peut être eau, qui peut être sang, qui peut être le putride? À ce moment précis de l'histoire, tu es risible dans ma bouche. Je suis ridicule sur ma branche, la roue tourne, les phalènes se brûlent, les étoiles se cachent, la lune se voile. Personne pour me dire ce qu'est la folie.
ni comment lui échapper à ta folie qui se voit bec dans le sang. À ce moment précis de l'histoire, un antique Brément se fit entendre, un âne se mit debout dans le mot pour dire qu'à ce moment précis de la nuit, notre parole était plus ignoble que son braiement. Si tu tombes, évite de toucher terre. Si tu exploses, de te confondre avec l'air. Rien n'est éternel. Mais si tu goûtes l'instant, tout le deviendra. Dans l'instant, tu deviendras éternel dans le tout, qui deviendra immuable par ce goût que tu as pris à l'instant. Passe alors par-dessus la durée. Deviens cet instant éternel, pendant que terre au loin, pendant que compagnie résiste, pendant que les semblables cèdent, pendant que tu cesses loin de terre, loin des semblables, que tu deviens oiseau, deviens pierre, tombe de ton nid. Qui pour dire le visible ? Déterrer l'invisible, revenir des probables, retoucher les hérésies, qui pour dire le cœur à une vibration, à un débordement, à une déception, à une ignominie près, le visible qui nous voile, l'invisible qui retient ce que le cœur relâche, qui refait les cœurs à partir de sa rouille et qui touche la terre après les ailes et les arbres, se mêle à la dispersion de l'eau dans notre sommeil, qui pour dire le noir, le sommeil, qui pour dire la nuit qui se couvre de nos tares. L'hérésie est un arbre qui ne se limite pas à la poussée de ses branches et racines. Mais qui sortira l'arbre de mon sommeil et mon sommeil de son hérésie, tout aussi héréditaire que mes songes dans la poussée de l'arbre, dans la coulée des eaux. T'attendre comme pierre, lumière qui s'y reflète. T'attendre comme corps qui se rêve pierre, porte qui s'imagine lumière, t'attendre comme linceul qui se croit rivière, brique qui se prend pour rêve, où tu dessines une étoile et t'effaces par le bout de mes doigts. Tu es loin, je ne suis eau ni vent, je ne suis feuille ni terre, je ne sais franchir distance ni obstacle, je reste emprisonné dans le mot, clôturé dans le corps, tu n'es mot ni corps, tu restes extérieur à l'eau, hors de portée du vent. Tu restes insensible à la feuille, à la terre. Tu es si près et moi si loin, alors que je ne sais par quelle bouche je parle, dans quel corps je disparaîtrai. La mort ne t'offrira pas plus de portes que le jour. Tu resteras inassouvi, vide dans le trépas, alors que chacun aura sa maison dans notre monde, chacun sa parcelle du monde dans notre maison. Que ferais-je d'un poème qui ne parle pas au cœur de l'être, n'y dit pas la vérité du temps, ne devient pas son reflet, ne réinvente pas mon cœur dans le cœur de l'être, n'y transforme pas les paroles en simplicité et beauté des faunes et flores, pour retrouver le dépouillement de l'oiseau à l'heure de l'envol. M'accuser si je le pouvais, en inhalant fragrance et douceur dans ma chute. J'accuserais si je pouvais m'accuser. Si je savais qu'accuser déboucherait sur le vol d'un oiseau au-dessus d'un lac, si je pouvais éviter la fin de l'oiseau se précipitant au fond du lac, le cadavre des vaches qui se décomposent sur les bords, les soifs qui se précipitent par milliers pour assécher le lac. Le désastre n'épargnera pas les spectres qui persisteront à respirer odeurs et sourires, la chevelure qui les encadre, les doigts qui les soulignent, le visage qui les offre, les mains qui les propagent, au détour de chaque mot, au seuil de chaque visage, où je suis dépouillé, au beau milieu d'une roselière, ouvert à tout, fermé à rien, comme Élodie qui fut chant de toute une vie, avec cheval au milieu d'un champ, vol d'oiseaux au-dessus d'un bois, et moi au bord d'une fenêtre, qui me coupe du cheval et des oiseaux. Je me demande qui n'est pas à sa place. Qui est de trop dans cette place? Le cheval qui effraie les oiseaux qui recouvrent le bois, la fenêtre qui me coupe du champ et du bois, ou moi qui pose la fenêtre pour ajouter un trou de plus dans tout ce fatras. Tout est sottise à sa manière, dit le contrôleur. Chacun accomplit son trajet dans la peau d'un autre, dit le voyageur. « Papa, pourquoi m'as-tu jeté sur la voie » crie la petite fille. « Je vous mangerai tous et me brosserai les dents » dit le goule qui terrorise les travées sur les bords d'une autre montagne couverte de neige et menant à la mer par un sentier entouré de têtes et de branches épineuses.
Plénitude du premier son qu'une diva compte sur les doigts du matin et coupe le soir pour que la traversée des boyaux vous soit douce. Contrôleur, voyageur, petite fille, diva, goule, je marchais sur un sentier entouré de têtes et de branches. J'étais suivi d'un frère et les branches que j'écartais frappaient ses jambes, provoquaient de profondes entailles. Le sang devenait épine, les pieds neige, les paroles devenaient pics sur les langues, les ongles flocons, les bras devenaient plumes d'oiseaux, ailes de papillons, pour que les yeux se corrompent et tombent à satiété dans la neige. De quelle plume sortira alors? De quelle veine coulera le mot qui nous condamne? Merci beaucoup Seamus. Merci à toi, merci Lara d'être venue et de m'avoir donné cette occasion.